la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, l'artiste et autrice Charlotte Mollet dévoile les différentes facettes de son travail et de son œuvre. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut se consoler, Charlotte, en se disant qu'on peut très bien écouter en replay les Visiteurs du Soir pour tous ceux qui n'ont pas eu le courage comme vous de braver la tempête. En tout cas, bravo à vous tous. Et je pense qu'on va avoir le plaisir de pouvoir discuter avec Charlotte et aller à la découverte de son œuvre. Enfin, vous la connaissez sûrement en partie, mais essayer d'approfondir un peu tout son travail. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui impressionne énormément par sa profondeur, sa quête permanente de sens. Je trouve qu'à chaque album, c'est comme si tu repartais à zéro. Tu vas fouiller dans ta palette de toutes les techniques possibles jusqu'à ce que tu trouves celle qui va exprimer avec le plus de force ce que tu ressens, ce qui t'anime. Et donc, tu fais une cuisine avec tout ce que tu trouves à ta portée. Et donc, on trouve des gravures, des collages, des crayons de couleur, des stylos billes. Aussi, une façon merveilleuse d'accepter l'aléatoire dans ton travail, dans les processus de création. Et voilà, tu t'embouilles tout ça jusqu'à ce que l'image soit à tes yeux la plus aboutie possible, et tu es très exigeante. Alors, aussi, tu aimes les mots, tu aimes les textes, tu aimes les histoires, mais en fait, les images ne sont jamais là pour dire les mêmes choses que ces belles images. Tu fais toujours un pas de côté qui, en fait, élargit le texte, qui interroge sans arrêt le lecteur, qui l'oblige à devenir créatif à son tour. Et ça, je trouve que c'est très exceptionnel dans ton travail. Alors voilà, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de partir dans l'exploration de ton magnifique travail. Je suis contente aussi d'être avec vous et que vous soyez présents avec moi. Ça me ravit. Bon, si tout le monde est content, on peut commencer. Voilà. C'est très bien. Alors, on va venir, en fait, j'ai commencé avec des images de ton actualité. C'est vrai qu'on te voit moins aujourd'hui dans le monde du livre et davantage, en fait, dans ton travail plus personnel, dans ton travail graphique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es aujourd'hui ? Alors, actuellement, j'ai 2 projets. Celui que l'on voit qui est autour des cafés, des terrasses de café, et un autre qui est plus dans l'intime, encore que dans les cafés, il peut y avoir de l'intime aussi. Oui. Mais dans le deuxième, c'est l'histoire de Rose et Neige, mais que je me suis appropriée. Et alors, qui serait destinée à des enfants, oui, ou à des adultes, ou les deux, tandis que le recueil de poèmes qui accompagne les linos des cafés s'adresse à des adultes, voire des ados. Et les poèmes seront de qui ? Les poèmes des cafés sont de Emmanuel Campo, d'accord, qui écrit, qui slame et rappe aussi. Et le texte de Rose et Neige, oui, d'Alex Cousseau. On travaille encore, en fait. Oui, mais les deux. De toute façon, les deux projets sont travaillés à chaque fois à 4 mains, donc c'est en évolution. Alors ça, c'est une image, en fait, que tu as pour nous souhaiter une bonne année 2023. C'est une image que tu as extrait de ce travail autour de Rose et Neige. Tu nous racontes un petit peu, on va aller un petit peu explorer, en fait, ce nouveau travail de Rose et Neige. Alors, il s'agit donc de portraits de fillettes et de jeunes femmes avec une ambiance de forêt tout autour. Et en fait, l'une des deux vit dans l'imaginaire, plutôt dans des ambiances de nuit et dans des espaces sans limite. L'autre est plutôt du jour et plutôt avec les pieds bien campés au sol.
Mais elles sont sœurs? Elles sont sœurs, oui. Elles sont sœurs et quelque chose les a séparées. Un secret de famille peut-être, en tout cas quelque chose de secret, on ne sait pas. Et donc, peut-être vont-elles se retrouver, et entre le moment de l'enfance au passage adulte, de la séparation aux retrouvailles, il peut se passer tout plein de choses. Et donc les images les racontent, et le texte, je ne saurais pas trop, je ne l'ai pas apporté, alors je ne peux pas vous le lire là, un extrait. Mais... Donc là, c'est essentiellement un travail avec de la linogravure, en fait, hein, pour Rose et Neige. Tout à fait. Ouais. Oui. Et chaque tirage est absolument unique, parce que c'est des recherches avec d'ambiance, avec des encres qui peuvent être différentes d'un tirage à l'autre. Le papier aussi peut être différent. Là, c'est des papiers japonais. Et le travail aussi du trait qui peut aussi évoluer d'une image à l'autre. Moi, je trouve ces images absolument magnifiques. Toutes celles-là, elles sont extraordinaires. Je trouve ces atmosphères de nuit extraordinaires, ce cheval. Est-ce que tu t'impliques, en fait, dans l'évolution du travail, de la création de l'histoire avec l'auteur? Ah ben, oui. En fait, ce travail, à l'origine, date d'il y a une dizaine d'années. Et... On s'était retrouvés avec Alex sur un salon où parfois, pendant une semaine, on se retrouve le matin à l'hôtel pour le petit-déj, le soir pour le dîner. Et puis, au moment où tout le monde se sépare sur le quai de la gare, là, je lui ai dit que quand même, vu son univers et vu le mien, ça serait intéressant qu'on se retrouve autour d'un projet. Et il avait trouvé ça bien. Il avait écrit un texte qu'il m'avait envoyé et auquel j'avais commencé à travailler. Et puis, ça, en fait, l'éditeur commun que nous avions alors n'étant pas intéressé, et lui étant sur d'autres projets, et moi sur d'autres, ça s'est éloigné. Et en fait, ce texte, je l'ai retrouvé dans un livre un été en rangeant mes bouquins. Et le feuillet est sorti et le bouquin s'appelle, je crois qu'il s'appelle Neige d'ailleurs. Bon, enfin, et donc je lui en ai reparlé et il était d'accord pour qu'on retravaille dessus. Donc on y a retravaillé. C'est vraiment un projet à long terme et oui. J'ai l'impression une espèce de transformation permanente aussi entre vous deux. Oui, parce qu'il y avait un animal aussi qui relie les deux sœurs. L'animal a changé, la symbolique de l'animal aussi. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui changent. En tout cas, il s'agit de deux sœurs. Enfin, à un moment, c'était une fille et un garçon, puis finalement, ce sont deux filles. En tout cas, les images sont vraiment magnifiques. Et en fait, toi, tu continues à travailler sur ce texte et sur tes images sans arrêt, alors que le texte n'est pas encore abouti. Donc, ça doit être un peu compliqué comme situation. Pas trop. Non, parce que en fait, et puis le texte, j'y ai travaillé aussi pour voir comment je pouvais me l'approprier. Je suis rentrée dedans. Bon. C'est bien. Oui. Et tout en lui montrant évidemment, et puis on en parlait. Non, c'est bien. C'est comme de la pâte à modeler. On tire dans un sens, après on tire dans l'autre. Enfin, c'est agréable. C'est souvent plus compliqué à tirer à deux que tirer tout seul, quand même. Avec Escousso, ça se passe bien. Ah ben c'est bien. Ouais, non, ça se passe très bien. C'est bien. Donc, alors, on va repartir. Ça, c'était ton actualité. Mais on va repartir à ton démarrage dans l'illustration. Je crois que tu te destinais pas du tout forcément à l'illustration. Pas forcément, mais pourquoi pas, parce que dans la famille, il y a deux de mes tantes avaient fait les beaux-arts, dont une en section illustration et l'autre était peintre naïf. Donc j'étais dans cet univers-là. Et en fait, enfant, les images qui me touchaient, c'était des images qui permettaient de se raconter des histoires, comme par exemple en vivant à Lille, au musée des beaux-arts, là, il y a un Bruegel, le démembrement de... Je ne sais plus comment il s'appelle précisément. Je ne sais pas. Je crois que je l'ai noté quelque part. C'est le dénombrement de Bethléem.
où il y a une scène de village sous la neige, avec une rivière glacée où les gens jouent, les enfants jouent, patinent. Ouais. Voilà, il y a plusieurs scènes de vie quotidienne. Et ce genre de tableau, on peut s'inventer autant d'histoires que l'on veut. Il y a aussi à Lille une peinture dans le style de Jérôme Bosch, un concert dans un œuf, avec plein de personnages d'animaux, un hibou sur la tête du moine qui chante, et la symbolique du hibou qui est proche de Satan. Satan qui était l'ange qui a été déchu et qui est... donc avec le moine, après il y a tout plein d'éléments pour s'inventer des histoires. Il y a Francis Bacon aussi, dont j'ai vu une rétrospective au Grand Palais quand j'avais 11 ans. Là aussi, pour se raconter des histoires terribles. Horribles. Genre bien hardcore, c'est pas mal pour faire des cauchemars la nuit, c'est bien. Et c'est la peinture qui t'inspirait le plus, en fait, dans ton enfance, oui. Dans ta jeunesse, oui. Oui, alors il y a eu un livre dont j'ai découvert le nom de l'auteur tout récemment, c'est Richard Scarry, et c'était Bonjour Docteur. Mais en fait, à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'albums. Mais. Des livres aussi, mais pour les petits-enfants, pas trop. Mais. C'est sûr qu'il y en avait de toute façon pas autant qu'aujourd'hui. Donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Donc, tu as fait des beaux-arts? Oui. Oui. Oui, en section dessin et gravure, oui. Et après? Et ensuite, je m'étais mis à l'infographie, et puis ensuite, rapidement, il y a eu la naissance de Léa. Enfin, la rencontre d'abord avec Dominique, le papa de Léa, qui ensuite a été le papa de Théo, et ensuite de Jeanne, qui est là ce soir. Et puis le premier titre, en fait, qui est dédicacé à Théo, je l'ai imaginé à la suite d'un stage dans le dessin animé. Donc j'avais plein de croquis de personnages en mouvement, dont celui-ci là qui est sous les yeux, qui est voilà. Et cette espèce de ronde de corps, c'est très beau. Et ce titre-là, donc Pirouette, oui. il est constitué de tout ce qu'il y avait dans l'atelier à ce moment-là. Il y a de l'aquarelle, il y a de la gouache, il y a du papier découpé, déchiré, il y a de l'encre de Chine, et il y a la maquette de Dominique Debé aussi. Alors on a la chance, donc, puisque Charlotte a offert, a fait un don à la BNF, en fait, donc on a la chance d'avoir un certain nombre d'originaux à vous montrer. Et c'est vrai que tu peux parler des techniques que tu as employées là, par exemple. Là c'est la gouache et encre de Chine, et puis on voit un peu de crayonné aussi, et le nez bouge, oui, parce que dans la version d'origine, j'avais imaginé que comme le nez est raccommodé avec un fil doré, et puis qui va se promener par-ci par-là, et le nez était mobile. Oui. Et c'est vraiment du fil doré, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. On voit des petits points. Voilà. C'est vraiment très joli. Le portrait est proche de celui de mon frère, de mon petit frère. Ah bon? Il a un grand nez comme ça? Non, mais il a une bouille, dans le caractère du personnage, en tout cas, en ce temps-là, il était assez proche de ça. D'accord. Alors, on va... effectivement, et là, je vous disais tout à l'heure à quel point le texte va raconter quelque chose. Donc là, c'est la comptine, la chanson bien connue, Pirouette Cacahuète. Et on commence, il était un petit homme, Pirouette Cacahuète, vous connaissez tous la suite. Et toi, tu montres pas du tout un petit homme, tu montres en fait une ronde d'enfants, de corps en mouvement. Oui, mais c'était aussi, c'est une inspiration. Il y a aussi Matisse avec la danse de Matisse que j'aimais vraiment beaucoup, et les couleurs de Matisse, et puis ses ambiances, une fraîcheur et quelque chose une joie de vivre aussi, un peu de.
Mais en fait, plaisir. Mais... on sait quand même toujours pas pour comment tu es arrivé chez Didier Jeunesse et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes au livre pour enfants. Alors, le pourquoi du comment, c'est qu'en fait, au tout début, donc j'étais maman de 2 tout petits enfants. Donc, c'est pour ça que je vous laisse. Et donc Théo m'avait servi de modèle pour... T'inquiète pas. Théodore m'avait servi de modèle pour les dessins, parce que comme j'étais aussi en stage de dessin animé, et que ça m'était plus simple de créer des personnages de dessin animé à partir de la réalité, Théo m'avait inspiré. Ouais. C'est pour ça que le livre lui est dédicacé. Et il y a quand même aussi une complémentaire avec sa sœur, dans le sens que Léa est née porteuse d'une trisomie, et donc je m'étais dit dès le début, et comme d'ailleurs pour Théo ou Jeanne ou pour tous les enfants, c'est très important dans l'autonomie, pour acquérir l'autonomie, de savoir lire. Parce que voilà, sans lire, on peut, enfin, c'est comme ça, pour moi c'était comme ça. Et donc je cherchais des livres qui permettraient, enfin même ils étaient encore bébés, mais je cherchais déjà des bouquins qui pourraient leur permettre d'avoir accès à la lecture. Et je trouvais pas ce que j'imaginais bien. Oui. Donc ben voilà, je l'ai inventé. Je l'ai inventé à ma manière, mais c'est une invention. Enfin disons que c'est une méthode toute simple, c'est que par la chanson, l'enfant l'apprend à l'oral. Et avec un texte suffisamment, avec un bon confort de lecture d'un côté, et l'enfant avec le doigt ou la grande personne avec qui tient le doigt du petit passe sous les mots, et à côté une image qui n'est pas forcément rattachée strictement, qui n'est pas illustratrice, peut-être. Enfin, quelque chose comme ça. Enfin bref. Enfin, vous avez compris. Et donc voilà. Et en fait, l'enfant, comme il connaît la chanson, et il s'approprie l'image qui est personnelle, puisque c'est moi qui l'ai créée pour l'enfant, pour le public. Mais ça a une incitation aussi auprès de l'enfant à inventer son image à lui. Oui. C'est pour ça qu'aussi dans les ateliers avec les enfants, ce genre d'images, enfin de bouquins, toujours susciter très facilement une capacité à inventer autre chose. Et donc ton projet, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Et donc voilà, j'avais fait faire un vrai faux livre chez un relieur, et puis j'avais parlé à la libraire de la rue Saint-Guilhem, et puis en bibliothèque aussi, pour savoir vers quel éditeur je pourrais me tourner. Et en fait, il m'avait été conseillé de... Mais ce que c'est que j'ai oublié le nom de la maison d'édition où travaillait Claude à l'époque. C'était chez Hatier. C'était Hatier, ouais. D'accord, ok. Donc je suis allée... j'ai téléphoné à Claude Elf, parce qu'en fait, à l'époque, c'était facile d'avoir les gens au téléphone. Et donc de prendre un rendez-vous, c'était simple aussi. Et donc on s'est retrouvés quelques semaines après, et tu avais bien aimé mon travail, mais néanmoins, tu le considérais pas par rapport à les collections sur lesquelles tu travaillais, ça ne cadrait pas vraiment. C'était un peu plus politique, disons, que la maison Hatier avait créé un département de littérature générale, oui, par rapport à la production scolaire traditionnelle dans la famille Foulon. Ouais. Et parmi Colline Faure-Poiré avait créé ce département. Et donc, moi, je m'occupais de la jeunesse. Oui. Et quand tu es arrivée, c'était en pleine crise. Ah. Toute la direction de cette littérature générale avait été remerciée. Et moi, j'étais en otage parce que la production jeunesse pouvait éventuellement servir aux scolaires. Et donc, je t'ai conseillé comme artiste d'aller dans une maison d'édition
qui allait créer, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait juste ces collections de comptines, des petits cousins. Et donc, j'ai fait le lien entre la proposition de la comptine traditionnelle et cette collection. Et voilà. C'était pertinent, effectivement. Oui. Oui, la même matinée, je faisais la connaissance de Michel Moreau. Et donc, voilà. Michel qui est là ce soir, et donc on s'est entendu tout de suite. C'était une évidence tout de suite. Ça marchait, c'est bien. Et donc c'était la création de la collection Pirouette en fait. On ne savait pas. Quand même, si, parce que je ne sais pas si c'est pas tout de suite ou la fois d'après, mais tu m'as dit que plutôt que de sortir le livre seul, ce serait bien d'en sortir 3. Et donc tu m'as proposé de choisir d'autres titres. D'autres comptines, comme par exemple Une souris verte. Alors, c'est vrai que là aussi, on voit ton travail absolument... là, on n'a pas les originaux, mais c'est extraordinaire. Alors, comment tu fais une image comme celle-là? Alors, cette fois-ci, là, Donc, c'est la souris verte trempée là dans l'eau, hein. Oui, alors, en ce temps-là, à Montpellier, j'ai eu la chance de travailler dans un lieu extraordinaire qui était les combles du cinéma Le Royal. C'était des combles gigantesques avec des grands Vélux, plein de lumière. Et je partageais ce lieu avec une amie, Anne Bataille, peintre. Et en fait, je continuais à faire comme j'avais fait pour Pirouette Cacahuète. Je ramassais les bouts de papier qui traînaient par terre parce qu'elle utilisait des papiers qu'elle déchirait, avec la peinture aussi. Donc j'ai employé ce genre de technique-là. Et en fait, ça m'allait bien aussi par rapport au thème de la souris verte parce que j'avais besoin d'une image très très simple pour que les enfants puissent vraiment se l'approprier. Moi, j'adore que la souris verte soit rouge quand même, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que... J'avais peut-être pas remarqué. C'est parce qu'elle va dans l'huile, là. Et là, elle va dans l'huile. Ah oui, c'est parce qu'elle a un petit peu cuit. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ah oui, je comprends. Et donc là, c'est vraiment des couches que tu superposes, que tu... Oui, c'est des papiers chinois que j'ai employés. Ce sont des papiers qui sont utilisés lors de rites funéraires, d'ailleurs. C'est très fin. Et qui sont destinés à être brûlés. Ah bon? En souvenir de la personne, par exemple, ici, ce papier symbolise l'or. C'est-à-dire que c'est en réalité un bout de papier argenté avec un coup de pinceau jaune dessus, sur un papier, Et depuis, j'ai toujours bien aimé ces papiers, ou chinois ou japonais, pour travailler. Ils ont une légèreté, c'est une finesse que j'aime beaucoup. Ouais. En tout cas, les images sont vraiment magnifiques. Et puis, elles sont toujours justement ce petit pas de côté que la souris soit rouge, que tout ça, ça fonctionne absolument parfaitement avec les petits. C'est vraiment des très, très beaux livres. Puis, quelques temps après, en 94, on voit arriver L'eau de la baignoire. Alors, c'est vrai que... Mais juste pour en revenir à la souris verte et à cette façon que j'ai de travailler en étant un petit peu décalée, en réalité... après, c'est une question de chaque personne, comment on est, mais je ne dis pas que je vis en permanence complètement décalée, mais j'ai une tendance à pouvoir l'être assez simple. Et ce qui est pas... Oui, des fois, c'est bien. Quand on fait un livre, c'est bien. Mais des fois, après, par rapport à des situations de réalité, des fois, c'est pas toujours très, très simple à composer avec. Mais c'est un vrai plaisir quand on est en atelier... avec toutes sortes de papiers, les ciseaux, la bonne musique. Le bonheur de créer. Ouais. Alors, le bonheur de savoir où va l'eau de la baignoire aussi, parce que c'est quand même une grande question, vraiment. Qui a été posée par Théodore, mon petit garçon, qui depuis est devenu papa. Ah, c'est bien. Et donc, il a posé cette question, et j'en ai parlé à Annie Agopian, avec laquelle j'avais déjà signé
Siam et Maïs, au Rouergue. Juste après Siam et Maïs, je pense. Oui, mais l'au-delà, non. Ah, alors, si. il a peut-être été... Ouais, Regarde, mais... 95 Siam et Maïs, quand même. Et l'autre, la baignoire, 94. Oui. En fait, tu avais peut-être déjà travaillé sur Siam et Maïs avec elle. Voilà, ouais. voilà. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Oui, L'eau de la baignoire a été publié avec Michel aussi. Voilà, oui. aussi avec chez Didier Jeunesse. Ouais. Et donc, oui, c'est ça, j'ai expliqué, comme nous étions amis avec Annie, on se voyait assez souvent, et puisqu'elle travaillait par rapport à la jeunesse, je lui avais parlé de cette question posée par Théo, et puis elle a rebondi et elle a proposé... Elle a proposé ce titre. En fait, on se rend compte que même si c'est pas toi qui écris finalement les textes, enfin en tout cas pour beaucoup de tes albums, tu es toujours à l'origine du projet et du thème, oui. et toujours, oui. en fait. Oui. Mais pourquoi tu écris pas alors? Ah mais si, j'écris des fois. Mais oui, quelquefois, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Mais parce qu'en fait, j'aime bien travailler avec quelqu'un. Parce que, en fait, quand on travaille à l'image, même si je disais à l'instant que d'être décalé dans l'atelier de dessin, c'est un régal, d'être, à un moment donné, il y a quand même pas mal de solitude. Et donc, si en plus on écrit seul et on se retrouve en face de soi-même et tout le temps, que même parfois, il m'est même arrivé d'utiliser un miroir pour avoir l'impression que que tu n'étais pas toute seule. ou qu'il y avait je sais pas, qu'il y avait du mouvement, non, mais parce qu'on peut échapper à une certaine forme de réalité à force d'être seul. Et donc de travailler avec quelqu'un, évidemment que c'est un plaisir parce qu'on peut jouer au ping-pong, on peut être d'accord, pas d'accord, on se nourrit de l'univers de l'autre et vice versa. Une histoire d'humanité, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'en plus, je trouve que Annie Agopian a vraiment un très grand talent, en fait. Oui. Elle crée des images très, très belles avec ses mots. Elle a un sens du rythme. Elle a vraiment... elle joue beaucoup sur des rythmes et des rimes, mais c'est pas lourd. Enfin, tu vois, on a l'impression que c'est pas appliqué. Je trouve qu'elle a énormément de talent. Oui, et puis elle a son style et sa personne induisent en face que la personne existe aussi vraiment et dans son univers graphique. Qu'il n'y a pas de... L'un n'illustre pas l'autre, quoi. C'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. Alors, on va voir un original. Ça sera beaucoup plus beau que sur mon image. Alors, raconte-nous comment on fait ça. Eh bien là, c'est toujours au cinéma Le Royal, et donc avec en papier déchiqueté et l'utilisation d'une photo pour le monstre, parce que en fait, de créer un monstre en papier déchiré, je sais pas, ça me disait pas, je trouvais que... Donc tu as pris une photo en fait. C'est ça. Ouais. Et tu as mis ton petit poisson rouge dans le chemin. Qui est tout mimi, oui. Ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Et comment ça c'est du papier gratté, qu'est-ce que c'est? C'est un papier chiffonné, c'est un papier, comment dire, vous savez les papiers qui sont comme sérigraphiés. Voilà, c'est ça, c'est du papier à sérigraphie, donc avec une coloration superficielle, et quand on les froisse, la couleur s'en va. Et ça a été, je les ai passés à la photocopieuse pour obtenir un noir, parce que comme là on est dans les profondeurs de la terre et dans les égouts, il fallait quelque chose de sombre. Le sombre allait bien, mais pas dans les tons marron tout ça, quoi. Enfin, quelque chose de pur. Oui. Le noir et pur. Ça donne une profondeur énorme en fait à l'image. C'est cet effet de matière. Ça, hein. C'est vraiment très très beau. C'était pas si mal gravé que ça. Ah, t'es contente? Ah oui, ça toutes les gravures ont toujours été bien réussies. Non, c'est vraiment très beau. Alors, à nouveau, un projet avec Annie Agopian sur Siam et Maïs. Donc, alors, à nouveau, tu as une idée?
Oui, alors l'idée d'origine, c'était l'histoire de deux enfants qui vivaient. En fait, c'est pas très loin du thème du bouquin sur lequel je travaille. C'est-à-dire qu'il y a un enfant à l'endroit du monde et l'autre à l'envers. Et ils vont se rencontrer à un moment. Et une amie à Montpellier avait une enfant qui s'appelait Siam. Et donc, comme l'un était à l'envers de l'autre, l'autre s'appelait Maïs. Et en fait, Annie est arrivée dans cette aventure. J'avais déjà bien avancé sur les images avec une autre personne, et qui faisait un peu de... Enfin, c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais qui faisait un peu du secrétariat de mes idées par rapport au texte. Et alors, j'y arrivais pas du tout. Parce qu'elle elle amenait pas de quelque chose d'elle-même. Elle restait... elle collait à mon univers. Et moi, en fait, j'avais besoin d'aller vers la différence. Et donc, on a arrêté le projet. Et Annie, alors, avec sa différence, alors ça s'est très bien passé. Ouais. Sa façon d'être. Vous voyez ce texte, c'est très très beau en fait. Et donc, Annie a écrit... En fait, quasiment toutes les images existaient. J'avais juste laissé la fin libre. Et donc, Annie a inventé ce texte-là. C'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce que tu vas employer comme technique alors On a l'impression que c'est pas partout pareil. Non. Là, oui, il y a du crayon de couleur et la craie grasse. Oui, et de la craie grasse. Et puis aussi, là, par exemple, la planète, c'est une boîte à camembert qui était au centre, tu vois, c'est une vache. Ah oui, c'est une Elle est boîte un à peu camembert. masquée. Ah oui, on la voit. Oui, oui. Ah oui, c'est très drôle. Avec la vache qui est le centre du monde, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Comme la maison d'édition est en Aveyron, voilà, j'étais... Oui. Ben oui, c'est ton premier livre au Rouergue. Oui. Et alors là, comment ça s'est passé ta rencontre avec le Rouergue? La rencontre, c'était... Mais en fait, j'avais découvert le bouquin de Jojo Lamache chez un éditeur qui avait refusé mon projet, mais qui ne m'avait pas répondu. Et j'étais... ça ne me plaisait pas. Je voulais qu'il me dise en face pourquoi il ne l'avait pas voulu. Parce que j'avais besoin pour avancer dans mon travail aussi d'avoir une réaction à chaud de la personne. Donc, comme il ne répondait pas, j'y étais allée. Et dans la salle d'attente, il y avait Jojo Lamache. Et puis bon, finalement, ça m'a réconciliée. Je n'étais plus fâchée. Je suis partie. Et la semaine suivante se tenait sur la place de la Comédie à Montpellier une foire avéronaise. Et donc... entre deux stands de saucisses et d'aligots, il y avait Michel Blanc et Michel Dastug, et Daniel Dastug, pardon, qui étaient... Voilà, et donc je leur ai parlé de ce projet que j'avais, est-ce qu'elles étaient intéressées. Elles étaient juste sur la place de la Comédie, à la sortie du cinéma du Royal, donc on pouvait... c'était... Donc elles m'ont donné les coordonnées d'Olivier Douzou, et puis on s'est rencontrés assez rapidement, et puis voilà. Et ça a marché. Ouais. Là, par exemple, dans cette image, tu es pas en crayon de couleur, là. Tu as des craies grasses. En ce temps-là, vraiment, ça n'a rien à voir avec maintenant. Quand on pouvait vraiment rencontrer les gens avec un verre de vin blanc, en goûtant la ligo d'à côté. Enfin, c'était pas compliqué. Et Internet, en fait, a changé beaucoup la donne. Oui. Ouais, ça c'est certain. Il y a souvent dans tes images, je trouve par exemple comme celle-là, une petite inspiration de miniatures persanes, ou en tout cas une petite influence orientale. Oui, je te remercie de le remarquer, parce qu'effectivement, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les enluminures et les miniatures persanes énormément. Ouais. Surtout dans celui-là, ouais. Ce qui est... En fait, on reste assez proche de l'univers de l'album jeunesse ou de la gravure en général. C'est qu'en fait, ces images qui sont petites, on peut les embrasser du regard en entier en les voyant comme ça. Et c'est comme si on rentrait dans de l'infiniment petit, parce que tout est entre nos mains. C'est différent quand on se retrouve devant des grandes toiles. C'est vrai.
Et, et on a envie de rentrer dans l'image aussi, je trouve. On a envie de regarder les détails. Vous avez vu, là, sur le côté droit de la boîte de camembert, il y a 2 petits lapins. Sur la page de gauche, il y a une petite abeille. Et je trouve que on a envie ça donne envie de fouiller les images, en fait, aussi, tous ces détails. C'est vraiment très... On a envie de s'enfoncer dedans, c'est agréable, parce qu'elles sont belles. Alors, un autre livre, alors, qui est, je trouve, un très grand livre, qui est Le billet bleu, que tu as publié en 95, au Rouergue encore, avec toujours des textes d'Annie Agopian. Oui. Comment c'est devenu cette histoire de ce billet bleu? Donc, le billet bleu, c'était le billet de 50 francs. Oui, encore on avait l'impression que c'était pas pour de vrai, quoi. Ouais. Et cette fois-ci, c'est Théo qui est encore entré en scène, parce que c'était l'époque de son anniversaire et Annie lui a offert en cadeau une enveloppe, et quand il a ouvert l'enveloppe, c'était un billet, de 50 francs. Voilà, donc il avait inventé plein de choses qu'il voulait s'acheter une voiture. Parce que vous savez que quand on a... Ça paraissait énorme. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, enfin, on avait parlé de tout ce qui pourrait s'offrir avec, et finalement, oui, on a acheté une voiture, mais peut-être pas tout à fait une voiture... je crois qu'elle a été télécommandée quand même. Pas mal. Ouais. Et donc, on est parti sur ce projet de billet bleu, oui, parce que c'est vrai que ça résonnait bien dans la tête des enfants. Et c'était aussi l'occasion de... Parce qu'Annie avait envie d'aller faire un tour dans... alors là, ça m'échappe, c'est le nom du pays, du désert où était Saint-Ex quand c'était... parce qu'en fait, il y a plein de références. Mais j'étais dans le Sahara. C'est le Sahara, oui. Oh, oui, je pense. Vous êtes d'accord? Bon, ouais. Ok. Voilà, c'est truffé de références autour de Paris et du Sahara. Voilà, ça, on navigue entre les deux. Oui, parce que en fait, c'était un billet qui était fait en mémoire de Saint-Exupéry et de son Petit Prince, en fait. Donc, oui. Alors, voilà le fameux billet. Et donc, il va y avoir toute une aventure à partir de ce billet. Donc, d'un enfant qui a ce magnifique billet avec des dessins dessus, un petit prince, un avion en mouton, un boa, un éléphant. Et ce petit garçon, il adore son billet, mais un jour, un homme passe dans la rue qui fait de la musique, et l'enfant est tellement subjugué par ça que l'enfant jette son billet bleu par la fenêtre. Et en fait, qu'est-ce que c'est? On voit bien sûr, ce personnage, cet homme bleu, comme le billet bleu avec son accordéon, mais j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'est cette espèce d'animal un peu monstrueux qui est au-dessus. Oui, c'est vrai. Hein. En fait, je pense que l'accordéoniste joue avec ce personnage, il le fait danser en jouant. Oui. Après, pourquoi il est là? Je crois que j'ai trouvé ça parce que il fallait faire vivre cet espace-là, et que en fait, il y a l'idée il incarne le billet bleu probablement qui se jette là. On dirait qu'il se jette. Oui. Qui se jette dans l'espace. Oui. Oui, ce qui va être l'aventure de ce billet bleu qui va passer, qui va partir de main en main. Et ce livre aussi a été l'occasion d'inventer une technique que j'ai employée plusieurs fois par après, parce qu'il était nécessaire, dans mon idée, et puis Annie était d'ailleurs d'accord aussi là-dessus, que le billet devait vivre dans chaque planche. Mais c'était pas évident de créer une image sur une image déjà aussi forte que celle du Petit Prince. Ben oui. Et donc, j'ai fait des jeux de photocopie agrandis. Et en fait,
j'ai passé un film transparent dessus, et en peignant sur le film transparent et en le grattant, je me suis retrouvée avec ces images-là, et finalement ça permettait pour d'autres bouquins de travailler cette technique qui est proche de la gravure, qui est d'ailleurs une forme de gravure, puisque la peinture est grattée et qu'on peut obtenir de la couleur, alors qu'en gravure on est plutôt dans du monochrome. Alors là, on voit, en fait, donc, tu commences par, effectivement, l'agrandissement du billet de 50 francs, et après, tu peins directement sur un film en plastique. Sur un film en plastique, oui, on le voit. Ouais, d'accord. L'acétate. Oui, vous voyez. Et c'est pas à l'acrylique, parce que l'acrylique tient très bien sur le plastique. Oui, parce que l'acrylique, c'est du plastique aussi. Oui. Ah. Et donc voilà. C'est vrai que c'est des images qui sont très, 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 très belles, les images de ces billets bleus. Moi, je trouve ça très triste que ce soit un livre qu'on trouve plus depuis longtemps, parce que je trouve qu'il a vraiment sa place. Et donc, ces billets bleus, il va partir. Oui, il va voler de lieu en lieu, de main en main, ouais. Et il va passer par les toilettes de l'aéroport, jusque dans la soucoupe de Dame Pipi. Bah oui. Mais ce qui est très bien, c'est qu'en fait, il va faire un grand cercle et il va revenir, en fait, à un enfant. Oui. Oui. Et à l'enfant de Madame Pipi, en fait, qui va ainsi pouvoir avoir un livre et être riche de de tous les rêves possibles et riche à millions d'étoiles. Et c'est quand même... Et on retrouve la fenêtre aussi. On retrouve la fenêtre. La fenêtre du livre ouvert. Et oui. Donc c'est vraiment un grand cercle, et c'est vraiment très... Et puis il y a cette constante, en fait, de cette trame, qui donne une unité extraordinaire, je trouve, à ce livre. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai qu'il est réussi, hein, parce que après toutes ces années, là, je le redécouvre, et ouais. Il tient bien. Ah, vraiment, il est très, très, très beau. Ouais. Et même dans la peinture, il y a une transparence qui apparaît aussi. Ah oui. C'est vrai que quand l'original, c'est vraiment une vibration, qui est bien. Ouais. On le voit vraiment, en fait, dans l'original. C'est vraiment très... Et puis les couleurs sont magnifiques, je trouve, dans le billet bleu. Alors, après, on a un très, 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 très gros morceau, qui est Navratil, qui est un livre exceptionnel, je trouve aucun de tes livres, en fait, n'a pris vraiment de ride, mais Navratil est toujours disponible. Il est vraiment un livre qui fait partie des grands classiques, je pense, aujourd'hui. Et comment est arrivée alors cette aventure de Navratil? C'est encore une scène tout simplement quotidienne. Mon petit frère qui venait nous rendre visite était bloqué parce que en fait l'interphone fonctionnait pas, et donc on lui a envoyé la clé de l'appart dans un gant de toilette, et le gant de toilette est tombé sur l'appui d'une fenêtre, et donc il a fallu Dominique est descendu ouvrir à mon frère, et en remontant il s'est arrêté chez le voisin du premier pour récupérer la clé. Et plutôt que de s'absenter 5 minutes, il s'est absenté plus d'1 heure. Et en fait, il nous a appris comme ça que le vieux monsieur du premier étage, qui s'appelait Michel Navratil, était sur le Titanic. Et quelques jours après, Olivier Douzou, qui venait à la maison pour dîner, je lui ai raconté cette histoire, mais comme on raconte une histoire lors d'un dîner, il me dit, mais il faut en faire un livre. Oui. Alors, comme il était OK pour en faire un avec moi, j'ai dit oui. Sauf qu'il m'a dit, non mais ça s'est bien passé, hein, mais j'ai bossé pendant près de 3 ans sur ce projet, avec les visites de Michel Navratil, qui venait tantôt à 21h, tantôt 22, tantôt 23, toquer à la porte, parce qu'il vivait en inversé complet, il vivait de nuit, et je descendais au premier étage, et puis j'écoutais ce qu'il me racontait.
Mais et régulièrement, je lui disais, parce que ce monsieur était philosophe, il avait été prof en fac à Montpellier, et il avait envie d'écrire le livre de sa vie. Donc il me racontait plein de choses, et moi je disais, mais vous savez, monsieur Navrati, c'est un livre pour les enfants. Et alors il a fallu... mais en fait, tout comme on peut avoir une histoire d'amour qui dure 5 minutes et dont on se souvient toute sa vie, et puis une histoire qui va avoir duré du temps et puis qui marque pas tant que ça, on peut en faire entrer dans 20 pages une histoire très importante, aussi importante que si elle était entrée dans un bouquin de 700. Oui. Je trouve que c'est le cas, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. Donc c'est un livre en fait qui a été créé à 3 avec Michel Navratil et Olivier Douzou, évidemment, qui est à la maquette. Et au texte aussi. Oui, et son accompagnement aussi, sa présence. Enfin, chacun a été très présent l'un à l'autre, et donc ça, on a fait... ça a bien marché. Oui. Ah oui. Oui, le texte d'Olivier est parfaitement, est vraiment très très bien. Oui. Ah oui, vraiment. Parfait, je sais pas, parce que c'est pas forcément un compliment de dire qu'un truc est parfait, mais il est vraiment excellent son texte. Oui. Alors, là, dans ton don, tu as donné une gravure, parce que bon, c'est essentiellement de la gravure. Hein. Oui, c'est des linos et sur des collages. Tirés sur des papiers différents, voilà. Oui. Avec les papiers jaunis dans le fond sont des papiers de récup. Alors ça, je crois que c'est une image qui n'apparaît pas, en fait, dans le livre. Mais qui montre, en fait, le début de l'histoire. Le père et ses 2 enfants... je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu... Parce que les personnages sont tout petits, je pense volontairement. Et le paquebot est absolument gigantesque, c'est comme un mur. Oui. Oui. Et les deux petits sont plutôt joueurs et... Ah oui. Et on sent quand même qu'il y a... On sent quand même une menace, il en y a fait. Une chape, il y a quelque chose de lourd qui se produit là. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, le père de Navratil, alors, puisque c'était effectivement son père, celui qui raconte l'histoire, en fait, un jour décide d'embarquer ses 2 enfants. Oui, il vivait... En fait, c'était une époque, au tout début du XXe, il y avait des courants migratoires importants et ils étaient partis de Tchécoslovaquie pour l'Argentine, le père Navratil, où il était ailleurs, il avait rencontré son épouse, et de l'Argentine, il était allé s'installer à Nice pour réussir dans les affaires. Et puis à Nice, en fait, les 2 enfants y sont nés, et puis ça n'a pas dû si bien se passer que ça avec son épouse, puisqu'ils se sont séparés. Et comme il lui avait été proposé au père d'aller aux États-Unis pour reprendre les affaires, il était bien tenté d'y aller, mais sans ses enfants, ça l'embêtait. Et donc, comme il y avait la publicité autour du Titanic et qui pouvait franchir l'océan rapidement comme ça en 3 semaines, il a pris le nom du jardinier et puis il a acheté des billets puisque la publicité disait du Titanic était insubmersible. Il a pris 3 allées sans retour avec un faux nom donc. Et alors le jardinier était juif aussi. Et l'étoile qui est le symbole de la compagnie de bateaux. Enfin, en fait, il y a plein de petits d'éléments comme ça qui font que les choses s'emboîtent. Oui. Ça fait comme si... évidemment que le capitaine du bateau, il ne devait pas avoir l'intention de faire couler son bateau non plus, mais il y a eu pas mal de... Vraisemblablement pas. Oui, mais il était vieux, c'était son dernier, c'était une mission de prestige qui lui avait été offerte comme ça. Et en fait, il pensait qu'à boire du champagne, à faire la fête avec... Et donc, il y a eu une forme, il y a eu plein de hasards et ou de coïncidences, et tout ça s'est retrouvé comme ça, emporté par un iceberg. Oui. Alors,
Là, je veux bien que tu nous lises cette image et la façon dont tu l'as composée. Donc là, ils sont arrivés sur le Titanic. Oui, alors ça, c'est la salle des repas. Mais bon, là, je le découvre maintenant, j'y pensais pas sur le moment, mais c'est vrai que j'étais aussi dans des tonalités de bleu, mais ce grand bleu qui sépare cette femme des enfants, et de ce corps d'adulte aussi, dont on voit pas le visage, qui peut être le père. Sans doute, oui. On dirait qu'il y a l'océan déjà qui sépare la maman des trois. En fait, dans ce genre d'aventure où le temps passe, et puisque 3 ans ont passé en le réalisant, il y a des choses de l'ordre de l'intuition, ou des perceptions comme ça, des choses qui nous échappent, et puis qui viennent malgré nous s'inscrire dans les images. Et c'est ça qui est chouette aussi dans ce genre de boulot, c'est de laisser parler le geste, les couleurs, les papiers, les motifs. Alors je travaille toujours à des recherches de dessins précis, mais quand je transpose sur le lino, après, tout peut bouger. Et le mode d'expression s'apparente aux expressionnistes allemands. Et en fait, l'expressionnisme allemand, c'est le début du XXe, en même temps que le Titanic. Oui. Et puis travailler au Titanic, travailler à ce projet avec des ambiances de fin 19e et de grande richesse comme il y avait sur le Titanic, c'était ultra beau, je crois, quand même, comme ambiance. Moi, je pouvais pas du tout faire ça. Donc j'ai été vers des expressionnistes, une forme pure et allant vers l'indispensable, le nécessaire, sans rien de fioriture. Oui. Aucune fioriture. Oui, quand on voit la tête de l'enfant qui est le plus au centre de l'image, il est extrêmement impressionnant, en fait. On a l'impression qu'il porte déjà toute la tragédie de l'histoire. Et c'est vraiment... je trouve qu'effectivement, il a une expression terrible, vraiment terrible. Et ce grand bleu et cette mer immense. Alors, c'est vrai qu'on peut très bien... C'est à la fois, ce personnage, ça peut être à la fois une autre femme qui est dans le restaurant, mais ça peut bien sûr figurer la mer. Enfin, on peut... Je trouve que c'est vraiment des images où on peut imaginer, on peut s'enfoncer, on est englouti, en fait, par l'espace, je trouve. Alors là, on arrive à un moment où, effectivement, on regarde de ce pont où l'on ne regarde que droit devant soi. Je rêvais, j'étais fascinée. Donc ça, c'est évidemment le petit Navratil qui raconte, en fait, qui est le narrateur. Et le Titanic était fait pour ça. Parce que malgré qu'il ait eu il avait quoi ? Il avait 3 ou 4 ans maximum quand c'est arrivé, oui. Et il a gardé la mémoire, comme un instant, des moments de vie comme ça ont marqué toute sa vie finalement. Parce que en fait, les derniers mots que Olivier a écrits dans le bouquin, ils viennent du propos de Michel. J'ai vécu toute ma vie. Ah oui. Oui, c'est fort là ce qu'il dit à la fin. Toute ma vie a tenu à peu de choses, c'est à mon âge que l'on comprend tout cela. Quand on revient de très loin, on s'aperçoit que certains souvenirs sont insubmersibles. Ils remontent sans arrêt du fond de la mémoire. Cette nuit-là est enfouie en moi comme dans un morceau de glace. Une montagne de glace que j'ai croisée tout le temps. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très très beau. Et alors cette double page, en fait, tu la composes à la fois, on pourrait imaginer que sur la page de gauche, en fait, tout va bien, on regarde la mer devant soi, etc. Mais il y a toujours une menace. Il y a toujours... il y a le vide. Il y a le vide. Et sur la page de droite... Il y a l'Odyssée. C'est le texte de l'Odyssée, dans le fond. Oui. Et ça, tu l'as volontairement... Mais il y a eu pas mal d'incidences, de hasard. En fait, c'est les feuilles d'un livret que j'ai trouvé au sol, dans la rue. Oui. Et c'était l'Odyssée. Oui. Ça, Donc je l'ai pris.
En plus, c'est vrai que ça fonctionne merveilleusement parce que finalement, l'Odyssée, c'est vraiment un voyage, le voyage d'un père à la recherche de son fils. Enfin, il y a tout un... Et donc, on est dans des thèmes qui sont très proches de celui de Navratil et c'est vraiment absolument extraordinaire. Et ce que je trouve très très beau aussi, c'est la façon dont la fumée de ce bateau qu'on voit au large en fait envahit tout l'espace enfin tout le ciel en fait, comme voilà une espèce de présage de fumée noire qui est là et qui menace tellement fortement. Et pour le coup, il y a aussi la présence en filigrane de Leschinski. Ah oui, effectivement. Donc là, on passe un peu des étapes. Hein. Puis dans la nuit, ce fut la déchirure, la vraie, celle qui fait une cicatrice dans l'histoire du monde. Ce bateau-là, ce Titanic, ce Titan, était éventré par un glaçon géant échappé de l'Arctique. Alors toi, Les deux enfants, j'avais envie qu'ils se tiennent très très près l'un de l'autre et puis en fait ils sont dans une image avec les vagues, la mer tout autour et donc ça c'est un côté aussi rassurant de se retrouver dans comment dire, comme s'ils étaient dans un ventre quelque finalement. chose de liquide. Oui, mais en même temps, on a l'impression que la mer les envahit. Donc il y a aussi Ouais, c'est pas très rassurant non plus. Fier à l'œil au fond de l'océan. C'était une publicité pour un téléphone portable, je crois que c'était les débuts des téléphones portables. l'œil qui est en haut. Ah oui, il y a l'œil oui, qui est en haut, bah oui. mais t'as un œil en bas aussi, tu vois, dans l'iceberg. Ah, dans l'iceberg, oui, tout en bas. Ouais. Et cet iceberg, on a l'impression que c'est une espèce de, je sais pas, c'est presque une forme animale en fait. Ah oui. Oui, menaçante en tout cas. Bon, c'est vrai qu'on ne peut. Il n'y a qu'une petite partie de l'iceberg qui émerge. Comme tu le dis, effectivement, en haut, on voit un œil. Un espèce de rapace. Oui, c'est juste. Ouais. Je n'avais pas vu encore. Ouais. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Alors ça, c'est une tellement belle image. Comment tu l'as composée? Alors, tu diras à ta mère combien je l'aime. Donc ça, c'est la vérité vraie, hein, c'est quand même. C'est au moment où il confie ses deux enfants, enfin, quand le père, qui était obligé de rester sur le bateau parce qu'il n'y avait pas assez de barques pour les hommes, quand il confie ses deux enfants à une jeune femme, il dit ça à Michel, tu diras à ta mère combien je l'aime. Alors l'image, elle m'est venue, en fait je cherchais, et en fait j'ai vu que ça venait aussi du dessin animé que j'avais fait, parce qu'on avait travaillé aussi le film d'animation, et que c'est une même image décomposée en trois, l'idée d'un triptyque, et puis il y avait quelque chose de christique aussi dans cette image-là. Et alors là, on passe en fait le papier sur lequel tu as installé ton dessin. En fait, maintenant, c'est plus l'Odyssée, mais c'est l'Iliade en fait, et qui est un moment beaucoup plus dramatique. C'est la guerre de Troie qui va tuer beaucoup de pères, beaucoup de fils. Et alors, c'est volontaire de passer à l'Iliade? Oui et non. En fait, je veux dire, c'est quand même beaucoup d'intuition, de l'inconscient, je sais pas là, mais en fait, parce que bon, je cherchais, j'avais besoin aussi d'inscrire du mouvement, donc il fallait aussi, puisque j'utilisais la même image, le mouvement venait par les vagues. Oui. Et les vagues, comme elles étaient gravées sur un papier, j'avais besoin d'un support de papier, et comme on est dans une forme de monochromie qui n'en est pas tout à fait, mais quand même, c'est une tendance monochrome. Oui. Ce papier-là allait bien, et le rythme de la calligraphie grecque, ça allait, parce que on peut pas... ça fait comme
ça a l'idée de vagues. En fait, les vagues, c'est comme une calligraphie aussi. Oui. Donc, c'est une forme de calligraphie. Donc, il y avait cet effet-là aussi. Et puis, c'est sûr qu'il y avait la symbolique aussi de l'Iliade. Mais bon, voilà, quoi. Ça a ramené une touche en plus pour qui veut s'amuser à trouver des références. C'est des images terribles, en plus avec la vague qui monte et qui redescend quand on voit plus que les mains. Donc là, en fait, les enfants ont été sauvés et c'est une image aussi qui est très 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 impressionnante parce que donc il y a les deux frères qui se tiennent par la main qui vont aller vers ce groupe d'adultes. Comment il est composé, ce groupe d'adultes? En réalité, au départ, il s'agissait de 2 images, et puisqu'elles étaient tirées sur des papiers quasi transparents, le hasard a fait qu'elles se sont superposées et que j'ai trouvé qu'elles étaient plus intéressantes. Superposées qu'existant chacune séparément. Oui, parce qu'il y a certaines images sont plus atténuées, plus floues, et il y a particulièrement en fait l'image de cette mère avec son enfant nu dans ses bras. Oui, alors en fait, ce qui se passe aussi dans ce choix de superposition, c'est que j'ai mis en avant le journaliste qui prend en note le témoignage de l'enfant, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maman a pu retrouver ses enfants grâce au journaliste, parce que les photos des 2 enfants ont fait le tour du monde. Parce qu'en fait, ils étaient trop petits ils connaissaient pas leur nom de famille déjà. Puis de toute façon, en plus, ils avaient été embarqués sous un faux nom, donc c'est quand même pas évident. Donc la maman a vu la photo de ses enfants sur le journal. Donc là, c'est aussi un hommage aux journalistes, parce que c'est vrai que sans eux, l'histoire aurait pris un autre tournant, parce que toutes les familles des États-Unis voulaient adopter ces 2 enfants. Et, oui, ils sont devenus des vrais héros, en fait. On parlait de partout. Oui. Et ça, tu penses qu'il a le sentiment de s'en être souvenu de ce... C'est lui qui me l'a raconté. Oui, c'est ça qui est incroyable. Donc, et donc, dans cette planche, les journalistes sont au premier plan. Il y a quand même une femme là, avec sa main qui me pose sa main sur l'épaule de l'enfant et qui a quelque chose de maternant. Et en fait, en arrière-plan, il y a la mère qui va retrouver ses enfants. Mais seulement, ça a été des retrouvailles qui n'étaient pas faciles aussi. En même temps, elle était contente de les retrouver, mais en même temps, je pense qu'elle a dû aussi probablement culpabiliser. Quelque chose comme ça. Et donc, comme ces retrouvailles... la maman, elle l'a mal vécu parce qu'après, elle a été internée plusieurs fois. Enfin bon, c'était pas facile. Non, ils ont une vie pas commode, les petits garçons. Et donc, j'avais envie de réelles retrouvailles. Et donc, je les ai... avec le petit quinquin, ça a été la possibilité d'imaginer... une série d'images de maman avec son enfant dans les bras. Enfin, si ce n'est que le petit quinquin, c'est aussi une histoire qui est quand même... Un petit peu sévère aussi. Oui, pas tout trop. Là, c'est vrai qu'on voit... après, on a l'impression qu'on part dans le domaine public, en fait, avec toutes ces coupures de presse, etc. C'est comme si l'histoire échappait aux 2 enfants, en fait. Ils deviennent des... Oui, tu as tout à fait raison. Et d'autant plus que là, tu vois, on les a quand même, les photographes, ils l'ont mis un paquebot entre c'est horrible. Pour la photo. Une photo avec leur mère avec un paquebot, c'est quand même incroyable. C'est vraiment... ouais. Et donc, des tas de... Voilà, les réchappés du Titanic. En fait, on est vraiment là, on est quasiment dans le fait divers, quoi, en fait. Quelque chose qui échappe c'est un journal de Toulouse. Ah oui. Je ne sais plus comment il s'appelle, le journal. C'est le journal que... C'est Daniel Dastuc qui avait trouvé les coupures.
C'est Daniel Dati qui a trouvé toutes les coupures de presse. Oui, voilà, la dépêche du midi. La dépêche du midi, Ah si, l'image qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'est celle-là. C'est la double page d'entrée, en fait. Ouais. On peut voir aussi, en fait, les matrices. Tu les as déjà enlevées. Voilà. On a 2 matrices de Navratil aussi, donc tu peux montrer. On peut les toucher. On peut les toucher, ça craint rien. Ouais. C'est un peu... c'est assez... je sais pas, si vous arrivez... C'est un bas-relief. C'est pas tellement facile à lire, en fait, parce qu'effectivement, il reste beaucoup de matière. Et, et celle-là aussi c'est une belle matrice aussi. Voilà. Ouais, en fait, avec le temps, la matière sèche, ça se fragilise. Il faut faire attention, oui. Ouais, là, c'est l'arrivée à New York. Oui, on voit toute la skyline en haut. Tu peux la montrer? De la faire passer? Ah non, pas la faire passer. Ah oui, d'accord. Enfin, je ne sais pas, Clarisse va sûrement... Elle va sûrement dire non, Clarisse, je la connais. Non, parce que en fait, c'est ce qui est agréable avec les matrices, c'est de pouvoir les toucher aussi, parce que on ressent vraiment ça vous permet de sentir ce que moi j'ai senti quand je l'ai fait, parce que en fait c'est un boulot visuel, mais c'est tactile aussi. Si vous voulez, j'ai apporté des matrices que vous pouvez passer entre les mains. Mais ils pourront peut-être les voir après, ça sera plus facile. Je veux bien le petit quinquin qui est là-bas, si tu veux bien. Donc on va passer au petit quinquin. J'ai eu énormément de mal à trouver c'est cette image qui est l'image de couverture et qui n'est pas exactement la même que ça, mais ça va être la même technique. Là, en fait, comment tu as fait ces images avec cet effet encore de transparence? C'est toujours le même papier, c'est du papier japonais. Oui. C'est du papier japonais, donc qui par sa transparence crée un voile comme ça qui a une certaine forme de sensualité, parce qu'il est. Oui, en fait, il a une douceur. Oui, c'est ça. Ce sont des papiers réalisés à la main. Alors, en fait, la couverture du petit quinquin, elle est assez positive, si je puis dire. En tout cas, la mère et l'enfant sourient, même si on est dans cet univers d'usine. Il y a beaucoup de tendresse, même si on est dans le schnorr le plus sévère et dans ses couleurs briques, etc. Mais il y a quand même beaucoup de tendresse dans. Mais là encore. Hein. Là aussi, tu as de la tendresse. Oui, vraiment. Mais, là, il y a une alors scène ça, c'est cette image-là qui est tout à fait belle et tendre. On voit avec ces très beaux papiers transparents et sur la gravure, sur l'estampe. Ça, c'est vraiment beau. Et en fait, tu vas aussi pouvoir parler de tout le travail d'élaboration du petit quinquin, parce que pour faire un petit quinquin, il a fallu remplir un cahier entier de dessins. Oui, c'était l'occasion de faire des recherches et puis le plaisir. Ouais, voilà, ça c'est la même scène. Oui. Dans une autre tonalité, je fais des recherches de tons et j'ai finalement choisi la couleur brique. Ah oui, ça paraît vraiment évident. Oui, vraiment. Donc, voilà, toutes ces recherches sont ici, et avec quelques photos aussi des typos, des recherches de typos, et puis des transparences avec des calques, et pas mal de crayons aussi, de dessins décrayonnés. Et des commencements de recherche de maquettes. Oui. Ouais.
Ah oui, ça c'est une image qu'on trouve, qui est celle-là, qui est quand même... Oui, qui est pas très tendre là pour le coup. Qui est vraiment pas très tendre. Non. En fait, c'est parce que la mère du petit quinquin, elle a besoin que le petit quinquin dégage pour gagner 3 sous. C'est que oui, en fait, comme cette chanson est destinée à endormir le petit, elle est dentelière, elle travaille à la maison. Et donc, pour pouvoir travailler, elle a besoin que son enfant dorme. Pour qu'il s'endorme, elle lui chante des chansons, mais des fois ça marche, des fois moins bien. Et donc, quand ça marche pas, elle le menace. Parce qu'elle a ses trucs à faire de son côté. Et donc, oui, c'est ça, d'une certaine manière, dégage, quoi. Et donc, elle le menace de... Vous avez vu, là, en fait, les enfants le voient tout de suite, très vite, hein, là. Le martinet. Bah oui, le martinet que tu as là et qu'on voit reproduit là. Mais enfin, la page d'après, elle reprend le refrain et elle le serre dans ses bras très fort. Ouais. Ça va. Mais c'est très beau parce que je trouve qu'il y a toute la dureté en fait du monde de ces cités dans le Nord. Mais malgré tout, il y a aussi plein de parfois tu pars dans des scènes de fêtes foraines ou de oui, c'est au moment du Guignol, d'un rassemblement de gens plutôt joyeux. Oui. Ouais. Parce qu'il y a des images qui sont beaucoup plus tristes. Enfin, je trouve ces 3 femmes, elles ont l'air tellement, la vie a l'air tellement dure pour elles, je trouve. C'est juste, oui. Et ce que je trouve très impressionnant, c'est que il y en a une dont on devine, celle du milieu, on devine qu'elle a un enfant dans les bras, et les autres, elles ont des positions comme si elles tenaient un enfant, mais elles tiennent pas d'enfant. Et je trouve que ça crée une espèce de, j'avais pas vu. de malaise. Mais c'est vrai, hein. C'est ce que tu dis est tout à fait juste. Mais même l'enfant qu'elle tient dans ses bras, celle du milieu, là, oui, il disparaît. Oui. Il est comme il disparaît en même temps, il est là, mais c'est un médaillon. Oui. Il est au centre. Enfin, il est à la hauteur du plexus quand même. C'est un endroit important dans le corps. Mais quand même. Oui, oui. Moi, je trouve que ça, je sais pas, c'est presque une image qui montre à quel point un enfant peut être encombrant, gênant en fait, dans une vie dure d'ouvrier dans le Nord avec toute cette dureté de la vie. Enfin, je sais pas, ça m'a. Ah oui, moi, ce livre me bouleverse beaucoup. Ouais, c'était chez les ouvriers, c'est dans tous les milieux qu'il y a des enfants encombrants. Oui, mais là, c'était des conditions terribles, en fait. Au début du XXe, quand il fallait que ces femmes travaillent en plus, c'était... c'est assez terrible, mon petit quinquin. Ça, c'est celle-là est assez tendre. J'aime beaucoup, en fait, aussi les ajouts de bleu que tu introduis, qui adoucissent quand même un petit peu l'ambiance. Oui. Et ça amène une lumière. Oui. Ouais. C'est très beau. Parce que ce sont des lieux clos à chaque fois aussi. C'est peut-être ça aussi qui donne la dureté. Oui. Oui, il y a des cours, il y a des intérieurs, c'est assez enfermant. Alors là, ça va être plus léger, je crois, puisque nous allons partir en voyage, dans un livre qui s'appelle Rêve de bus. Alors, comment est né Rêve de bus ? Tout au départ, c'était un souvenir d'enfant, et Sylvain, qui a 9 ans de moins que moi, C'est ton frère ? Voilà. Ouais. M'avait dit qu'il aimerait bien, quand il serait grand, il aimerait bien faire un livre avec moi. Et donc, on l'a fait. On l'a fait. Oh. On l'a fait avec... le livre a existé aux éditions Thierry Magnier, et donc il s'appelle Rêve de bus. Et il raconte un voyage en mettant en scène la famille du sang et la famille du cœur. Donc on commence le livre
avec une image qui est... C'est celle-là, regarde. Oui, voilà. Donc ici, il s'agit de mon arrière-grand-père, mon grand-père et son frère et des cousins. C'est du côté paternel là, que ça se passe. Et puis à la fin, on se retrouve avec... Mais ils n'étaient pas dans un bateau, tu les as mis comment? Oui, alors c'était à cette époque-là, c'était des photos en studio. Oh, c'est drôle. Le photographe les avait installés. Dans un bateau. Ils étaient en vacances, je pense, en Belgique, sur la côte, sur le littoral de la mer du Nord, où toute la famille allait en vacances, tant du côté paternel que maternel, parce que toute la famille des deux côtés, de mon et du Nord. Ouais. Et puis à la fin, on se retrouve avec... Entre-temps, en voyage, en Afrique, en Chine. La fille juste pour te dire que Paola, c'est la fille de Sylvain qui est à la fin. Et Jeanne, qui est ici ce soir et qui est là Elle est belle, Jeanne. Toujours. Elle est toujours belle. Et entre les deux, et elle est des photos d'amis qui ont fait des voyages à droite, à gauche et qu'on a employé pour que ce bus puisse rejoindre les enfants des photos autour du monde. Oui. Avec à chaque fois une pause et une invitation à monter dans le bus. C'est très sympa. Et une invitation dans une langue du pays. Oui. Du chinois, du dialogue. C'est un livre, c'est un joli voyage que tu proposes là. Ça aussi, c'est un joli voyage en fait. Et j'aime beaucoup ce collage en fait avant d'être un bébé où on a ce tortillon. Quand même, c'est très abstrait, mais en même temps, c'est très. Oui, ça reprend. Absolument. Et tu vas être tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Comme une sorte d'image labyrinthique. Voilà, on est tout le temps dans des formes complètement rondes, complètement et avec un texte que je trouve très très beau aussi. Avant d'être un bébé, tu étais un dino, pâteau, lourdeau et gros, si gros. Et tout est comme ça dans ces entrelacs de ronds, de formes. Et je trouve que c'est vraiment magnifique de faire penser à l'enfant comme ça, qui vient de ce méli-mélo. Oui, et puis cette fois-ci avec de la tendresse et avec un texte écrit par Hugues Paris qui fréquentait la bouquinette que tu as créée, puisqu'il était sur Strasbourg et c'est pour ça qu'il écrit si bien. Il était pédopsychiatre. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Et donc ce texte, il l'a écrit en pensant à sa maman qui était biologiste. Ouais. Et donc c'est un hommage à sa mère et qui raconte l'histoire de la création du monde en 9 tableaux. Rien que ça. Rien que ça. Ouais. C'est très beau, c'est vraiment magnifique. Je me rends compte qu'il faut qu'on accélère parce que sinon je vais me faire gronder très fort par la dame qui est là-bas. Bon, alors, ça c'est aussi un très... Trisomique, ouais. Ouais. Alors, Trisomique, le titre vient de Théo. C'est comme ça qu'il appelait sa sœur. Et en fait, il l'a souvent chahuté et taquiné et il lui a donné des forces pour savoir se défendre. Et Léa, dans la vie, elle est... c'est une warrior. Ah, c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que il y a très très peu de livres en fait. En plus, on n'avait jamais vu sur la trisomie un livre jusqu'à celui-là, et il a une façon vraiment très 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 belle de le montrer, merci, oui. La façon dont cet enfant va réussir à s'intégrer, c'est vraiment à devenir autonome. Là aussi, on retrouve en fait toutes ces formes rondes, quoi. C'est aussi une espèce de naissance encore, en fait. Oui, mais d'ailleurs, la famille est dans un œuf. Oui. Et tout est au crayon de couleur, donc c'est dessiné avec des tout petits ronds. C'est des dessins qui viennent très très lentement et c'est tout doux, léger, c'est agréable à faire.
C'est vraiment Et l'enfant est toujours à la même place, comme si le monde tournait autour. Ouais, enfin bon, c'est vrai qu'aussi elle a un peu une tendance comme ça à être, comment dire, à être très présente. Et puis bon, non, mais elle s'adapte au monde aussi. En grandissant. C'est dans les deux sens. Ouais. Oui. C'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment une façon magnifique d'exprimer la dureté, l'agressivité du monde, en fait. Pour un enfant trisomique, je pense que... En fait, ce livre, je l'ai voulu aussi pour les autres enfants, pas que pour les trisos. Parce qu'en fait, tout enfant, à un moment donné, rencontre comme ça des difficultés à rencontrer les autres ou à être incompris ou enfin pas en phase. Enfin bon. C'est vraiment récent. Et voilà, ça c'est Trisomaque qui devient un vrai homme autonome, battant. Oui, il y va déterminé. Dans un beau paysage. Avec les papillons et les fleurs qui s'ouvrent toutes grandes sur son chemin. Eh oui, c'est super. Moi, j'aime beaucoup aussi ton travail pour la chevelure de Maupassant, qui est vraiment très impressionnant. Alors bon, c'est une histoire très 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 dure et très noire que tu rends peut-être encore plus dure. Oui, il y a beaucoup de solitude dans cette histoire. C'est l'histoire de Maupassant, d'un homme qui découvre une chevelure dans un tiroir d'une commode qu'il s'est offerte chez un brocanteur. Et Marguerite Duras a écrit un texte proche, mais peut-être pas de souvenirs aussi sombres que celui de Guy de Maupassant. Et donc, en découvrant cette chevelure, au début, il est un peu timide, il la laisse dans le tiroir, il le referme tout de suite. Et puis après, le tiroir reste ouvert un peu plus longtemps. Et puis, il va oser la prendre dans sa main. Et puis, il va même jusqu'à aller sortir avec cette chevelure qu'il va emmener à l'opéra. Et donc, c'est une histoire, en fait, d'amour. Il est fou d'amour pour sa chevelure. Ouais, mais avec une sorte de fantasme qui est... complètement destructeur. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est vraiment... Et donc, c'est la même technique que pour le billet bleu. Donc, c'est de l'acrylique gratté sur acétate avec des papiers qui arrivent derrière. Ah oui. En tout cas, c'est vraiment... je trouve que c'est des dessins extraordinaires. Donc ça, il se figure effectivement la femme qui portait ses chevelures. Enfin, il est complètement... il lui donnerait... Enfin, dans mes images, je lui ai donné réalité. Oui. Enfin, réalité, une forme de réalité un peu... très distancée, là, pour le coup, parce que là... Oui, on la voit là aussi. On a l'impression que sa chevelure est devenue complètement encombrante, en fait, comme si c'était cette énorme masse menaçante devant cet homme. C'est... Et puis, là, ici, c'est aussi un crâne. Hein. Oui, vraiment. On avance, je suis désolée. Katsu, c'était très jolie histoire. C'est peut-être aussi une histoire un peu familiale de votre chat, ou je sais pas. Tout à fait, oui. Alors, Katsu a décidé de s'en aller et je l'ai laissé partir. Sans en parler aux enfants, ce qui est quand même pas très bien. Mais vraiment, il avait vraiment besoin de retourner dans le quartier que l'on avait quitté. Et ça, c'était l'idée que j'en avais. Le quartier étant proche, je m'étais dit, il va y aller, puis il va revenir. Puis en fait, il n'est pas revenu. Et c'était quand même... c'était un chouette matou qui... il vivait vraiment bien sa vie de jardin en jardin. Puis de temps en temps, il venait se reposer à la maison. Puis il était très câlin, très gentil avec les enfants. Puis avec nous adultes aussi. Puis il repartait. Et les images donnent vraiment le climat que l'on vivait en ce temps-là. Rue Proudhon. Beaucoup de gaieté, beaucoup de... Oui. Beaucoup de douceur. Et puis là, on retrouve encore ton
ton amour de la miniature. En fait, on est tout à fait dans cet esprit avec ces couleurs très très vives, très contrastées. Oui, j'en ai regardé tout en réalisant ce livre. Oui. C'est vraiment beau. Et en fait, ce chat, en même temps qu'il décide de s'en aller, c'est aussi une, comment dire, c'est aussi une, quand on aime quelqu'un, on le laisse aller là, on l'accompagne jusque là où il a besoin d'aller. On essaye en tout cas. Enfin, on essaye, voilà. Oui, enfin. On va peut-être passer sur Guillaume, mais c'est en 2 mots. Hein, Alors, Guillaume, oui, c'est avec Museau, on s'est approprié l'histoire de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant et son cousin Édouard d'Angleterre. Ouais. Et donc, c'est ce qui est représenté dans la tapisserie de Bayeux. Et on a fait une histoire de rivalité et d'histoire de gamins qui se disputent dans la cour de récré. C'est très amusant parce que dans le texte, parce que dans les images, j'ai employé, je me suis inspirée de la technique. Vous avez vu en fait, la tapisserie. Ça c'est l'image de la tapisserie et je trouve que le rendu de l'illustration de Charlotte est vraiment extraordinaire. En fait, on sait plus où on est dans le temps. Enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Ouais, c'est un côté polymorphe, cette façon de travailler, d'aller se promener dans le passé, d'aller tantôt chercher l'inspiration dans les miniatures, tantôt dans des ambiances tout à fait différentes. Là, cette fois-ci, avec Jean Petit, on est pour les éditions Didier, on est allé en linogravure du côté du Pas-de-Calais et des ambiances. Je l'ai imaginé dans le Pas-de-Calais. Oui. Et vraiment, là, il y a toujours cette espèce de décalage entre ce que raconte Jean Petit. Et, en fait, les images sont beaucoup plus foisonnantes que ce qu'on pourrait imaginer avec le texte. C'est simplement de ces jambes si on voit tous ces merveilleux personnages avec ces jambes qui dépassent du bateau. Enfin, je trouve que cette image, elle est extraordinaire. Alors, sa merveilleuse... un merveilleux recueil, Miscarabis Carbos Soldat, et donc avec un recueil de comptines aussi. Oui, il s'agit d'un collectage. On avait fait connaissance avec Evelyne Raymond-Wetz via toi, Michel, lors d'un repas, et on s'est jamais quitté depuis. Avec Evelyne, on aime bien échanger, se retrouver. Et donc, comme elle m'avait dit qu'elle collectait les comptines et que j'aimais beaucoup les comptines de cours de récré, on a rassemblé nos trésors de cours de récré et puis on en a fait imaginer ce recueil que Michel a soutenu. Et donc, dans ce recueil, juste... parce que comme on n'a peut-être pas beaucoup de temps, je vais juste faire un petit hommage à Jeanne, parce qu'il y a 2 comptines de Jeanne de B dans ce livre. C'est bien d'écrire des comptines, c'est sympa. Et tout ça, c'est dans un univers en fait de foire foraine, avec des acrobates. C'est vraiment... c'est ça qui donne l'unité en fait des comptines, c'est l'univers... Oui, on a imaginé... J'avais envie d'un univers circassien. Oui. Donc c'est le cas. Et c'est très... Ça crée une très belle unité. Vous voyez ces images magnifiques. C'est beau, hein. Waouh. Si tu perds, t'auras un gage. C'est vraiment beau. Et puis tout le monde t'attend, qui est vraiment... Je crois qu'il faut... Tu me donnes combien de temps? Quoi? Non, je dis tout le monde t'attend, c'est peut-être... tout le monde t'attend. Juste 2 mots sur tout le monde t'attend, quand même. Et c'est là encore un livre sur la naissance. C'est quand même un thème qui revient beaucoup dans ton travail, en fait. Oui, et c'est de savoir aussi comment l'enfant a été attendu. Oui. Et quels étaient les désirs de chacun des proches à propos de cet enfant à venir, avec un texte signé Jean-Marc Létang qui est ici ce soir. Ah, c'est bien. Et qui est un très beau texte, vraiment. Ma maman Lucie, en attendant de chanter avec toi, nous dansions ensemble sur des airs que je te fredonnais. Et donc, elle est accueillie comme ça par toute la famille. Et chaque fois,
le dessin est d'abord en fait une empreinte digitale. C'est vraiment très très joli. Et un clin J'adore d'œil ça. à toutes sortes de cultures différentes, parce que c'est Voilà, comme voilà l'universalité dans la différence, puisque chacun de nos empreintes digitales sont différentes avec 7 milliards de personnes dans le monde. C'est quand même tellement incroyable. Je trouve ça magnifique de le rendre comme ça aussi et de le faire comprendre aux enfants à travers ça. Et puis c'était aussi l'idée que l'enfant ne nous appartient jamais vraiment en tant que parent. Oui. Et il y a des enfants qui sont adoptés aussi. Des enfants... Enfin voilà, c'était pour ouvrir le champ de la réflexion sur la venue d'un enfant. Donc là, vous avez la couverture de le chat. Et vous avez un magnifique tirage d'un chat bleu. Oui. Il est tellement beau, ce chat. On a presque fini, ne t'inquiète pas. Non, c'est parce qu'il y a un temps de dédicace. C'est pour Mais ça oui, que je sais laisse bien. le temps à Mais oui. Charlotte. Et donc, voilà, ça en fait, c'est la dernière image de cette présentation. C'est dans le chat. Et cette femme qui nous regarde... C'est une femme enfant, parce qu'en fait, j'ai voulu une enfant, mais certains y voient une femme. Et en tout cas, elle se pose des questions. Elle en pose à qui la regarde. Oui. Ouais. À ton avis, quel genre de questions? Et elle ferme pas les yeux, elle scie Non. pas. Non. Le regard direct. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas, quelque chose. Est-ce que tu m'aimes? Quelque chose comme ça. Est-ce que tu m'aimes? En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ton travail. Et on était très heureuse de pouvoir aller en profondeur dans cette exploration avec toi. Et donc, merci beaucoup, Charlotte. Encore d'être présent ici avec moi. Et avec les images qui maintenant appartiennent au public, puisque données à la BNF. Mais oui. Oh, voilà, donc ils seront accessibles. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.